Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, mon frère. Oui. C'est lancé l'enregistrement. Allô? Oui, j'ai vu que c'est lancé, mais ce n'est pas encore rouge. Voilà. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, j'ai le plaisir. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de présider le jury relatif aux mémoires de Bélec Séjour. Bélec Séjour qui... Est-ce que Bélec Séjour est là? D'accord. Bélec Séjour est bien là. Donc, Bélec Séjour avait à travailler sur le sujet suivant, rôle des mutuelles de solidarité dans l'inclusion financière. Et il s'agit d'une étude exploratoire dans le département du Sud-Est. Alors, le rapporteur de ce travail, c'est le docteur Christophe Providence, et l'encadrement a été effectué par le docteur Serge Jacob, qui a été le directeur de mémoire de Bélec Séjour. Alors, Bélec Séjour, tu as 10 minutes que je vais te donner pour présenter ton travail, 10 minutes, pas plus. Après quoi, je vais donner la parole au rapporteur, le docteur Christophe Providence, puis à ton directeur de mémoire. Alors, vas-y, tu as la parole et tu peux commencer à faire ta présentation. Merci, Monsieur le Président, et le fait de m'accorder la parole. Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Merci. Ça va. Et je tiens à saluer les membres du jury et ainsi que l'assistance. Comme vous pouvez le remarquer dans le partage d'écran, mon travail va dérouler en fonction de ce plan. D'abord, je présenterai le contexte conduisant au choix du sujet, les objectifs de recherche ainsi que les intérêts de cette étude. J'ai présenté la problématique à travers la question de recherche. J'ai présenté la méthodologie qui a été adoptée. J'ai fait une présentation et une analyse des principaux résultats. Et enfin, j'évoquerai les apports, les limites et les perspectives de cette recherche. Quel est le contexte conduisant au choix de ces sujets? Depuis plus de 20 ans, les mutuelles de solidarité sont considérées comme un nouvel dispositif de l'économie populaire haïtienne pouvant assurer l'intégration financière des couches marginalisées. Et depuis 2014, l'inclusion financière est devenue une préoccupation majeure pour les autorités haïtiennes. En ce sens, la BRH a élaboré un document intitulé « Stratégie nationale d'inclusion financière » et alors un document dans lequel le développement des services financiers de proximité est considéré comme l'un des piliers stratégiques. À la suite du séisme de 2010, de nombreuses mutuelles de solidarité ont été créées dans les communautés du département du Sud-Est. Jusqu'à date, aucune étude n'a été publiée pour analyser le rôle de ces structures dans le processus d'inclusion financière des membres des communautés sud-essoises. Alors, ce sont ces considérations qui me conduisent à travailler sur les sujets ainsi présentés au début de la présentation. Deux objectifs ont été fixés dans le cadre de cette étude. Le premier objectif, c'est d'analyser le rôle des mutuelles de solidarité dans le processus d'inclusion financière des membres des communautés du département du Sud-Est. Pour le deuxième objectif, c'est de présenter des facteurs explicatifs des
retombées économiques découlant de l'inclusion financière rendue possible par ces structures locales autogérées par les membres. Pour les intérêts de l'étude, l'intérêt est d'abord théorique, qui consiste à enrichir les travaux antérieurs et la littérature économique traitant de la contribution des institutions de l'économie sociale et solidaire dans l'inclusion financière. Pour l'intérêt pratique et communautaire, c'est d'attirer l'attention des dirigeants sur l'importance et le rôle des mutuelles de solidarité dans l'inclusion financière de la population. La problématique la problématique de l'étude s'articule autour de la question centrale suivante. Quel est le rôle des mutuelles de solidarité dans l'inclusion financière des membres de la communauté d'implantation? Et pour répondre à cette question de recherche et pour atteindre des objectifs fixés, 2 hypothèses ont été élaborées. La première hypothèse stipule les initiatives des mutuelles de solidarité et leur modèle de gestion autonome facilitent l'inclusion financière de leurs membres à travers l'offre de services financiers de base, notamment par la démocratisation de l'accès au crédit. La deuxième hypothèse s'énonce ainsi: les mutuelles de solidarité, en offrant des services financiers de proximité basés sur des valeurs d'entraide, de solidarité et de coopération, contribuent dans l'amélioration des conditions de vie de leurs adhérents. En termes de positionnement épistémologique, cette étude est basée sur le positivisme à travers une démarche hypothético-déductive. Une méthodologie mixte a été adoptée pour collecter les données, ce qui a permis d'utiliser plusieurs techniques pour la collecte des données. D'abord, la recherche documentaire a permis de construire les cadres théoriques et conceptuels de l'étude. Et pour collecter des données empiriques, 2 techniques ont été utilisées. D'abord, des entretiens semi-dirigés ont été menés auprès des dirigeants de 5 mutuelles de solidarité qui fonctionnent dans 3 communes du département du Sud-Est. Et en deuxième lieu, un questionnaire d'enquête a été élaboré et administré à un échantillon des bénéficiaires et de ces structures. Pour la présentation et l'analyse des résultats, on va focaliser sur les aspects suivants: les caractéristiques socio-économiques des membres des mutuelles de solidarité, les 3 dimensions clés de l'inclusion financière qui sont accès aux services financiers, usage des services financiers et qualité des services financiers. Et enfin, les analyses porteront sur les dimensions économiques et sociales des mutuelles de solidarité. On a une répartition des membres des mutuelles de solidarité suivant les sexes, comme vous pouvez le constater à travers cette figure. Les femmes représentent 66% de l'échantillon étudié contre 34% pour les hommes. Ces données sont conformes par rapport aux données qui ont été publiées en 2019 par le KNFP, qui est le Conseil national de financement populaire, qui est un organisme d'encadrement et de promotion des mutuelles de solidarité en Haïti. On a aussi analysé les objectifs sociaux des mutuelles de solidarité et les stratégies de ciblage. Suivant les différents entretiens qui ont été réalisés, les mutuelles de solidarité ont été implantées dans les départements du Sud-Est avec l'aide des ONG ou encore à partir des initiatives locales dans l'objectif de permettre aux gens exclus du système financier formel de bénéficier des services financiers de base, en particulier les microcrédits.
L'adhésion à une mutuelle de solidarité vise la résolution de certains problèmes entre les membres, en particulier ceux qui correspondent aux besoins des services financiers de base. Et dans l'espace des mutuelles de solidarité, les valeurs dominantes sont celles d'entraide, de solidarité et de coopération. Les fonds dans les mutuelles de solidarité, alors, la constitution des fonds dans les mutuelles de solidarité dans les départements du Sud-Est, les mutuelles utilisent la méthodologie des 3 caisses. Cette méthodologie a été introduite en Haïti en 1997 par un économiste français connu sous le nom de Bernard Taillefer. Les montants des cotisations et les taux d'intérêt pratiqués sur les prêts sont fixés par les membres. Les mutuelles de solidarité utilisent les pratiques continuelles pour collecter des fonds auprès de leurs membres. Et selon les dirigeants interviewés, les mutuelles de solidarité n'exigent pas des garanties matérielles ou monétaires pour accorder des prêts aux membres. On a aussi analysé les motifs d'adhésion des membres des mutuelles de solidarité. Et comme vous pouvez le constater dans la figure suivante, les motifs sont de nature diverse. Et nous avons aussi analysé l'accès au crédit pour les membres des mutuelles de solidarité qui est considéré comme une dimension clé de l'inclusion financière. Et comme l'illustre la figure suivante, à une question qui a été posée dans le questionnaire d'enquête en demandant aux membres s'ils ont déjà bénéficié d'un crédit dans une mutuelle de solidarité. 92% des membres enquêtés ont répondu par l'affirmatif. En termes de fonctionnement administratif des mutuelles de solidarité, les résultats de la recherche ont montré l'existence des documents administratifs dans la gestion des mutuelles de solidarité. Et ces documents visent à garantir la transparence dans l'opérationnalisation des transactions dans les mutuelles de solidarité. Les membres des comités de gestion sont élus régulièrement dans les élections démocratiques. Voilà, je t'accorde encore 1 minute, pas plus. Alors, les données collectées dans l'étude, les données collectées dans le cadre des études ont pu confirmer les hypothèses qui ont été élaborées. En termes d'apport, sur le plan théorique d'abord, ce travail de recherche permet d'enrichir la littérature économique traitant de la microfinance, en particulier le point de l'économie sociale et solidaire. Sur le plan pratique et communautaire, les résultats de cette étude mettent en évidence le rôle des mutuelles de solidarité dans les processus d'inclusion financière en Haïti. En termes de limites, on peut les illustrer de façon sommaire. Cette étude a été portée sur seulement 5 mutuelles de solidarité du département du Sud-Est. L'étude n'a pas pris en compte des variables liées à la performance financière et l'étude aurait pu se porter sur un échantillon plus élevé des membres des mutuelles de solidarité. En termes de perspectives, on peut les évoquer ainsi. La Banque de la République d'Haïti peut appuyer sur la capacité des mutuelles de solidarité pour promouvoir le développement des services financiers comme défini dans les documents de la stratégie nationale d'inclusion financière. L'État et d'autres acteurs peuvent utiliser l'outil mutuel de solidarité dans la mise en œuvre des projets de développement locaux. Et enfin, l'État doit tenir compte des couches marginalisées comme des jeunes, des femmes et la population rurale dans l'orientation des politiques publiques de la promotion de l'inclusion financière. Sur ce, je m'arrête là et je remercie les membres du jury pour avoir examiné mon travail et je suis disposé et disponible à répondre à vos questions et commentaires. Merci. Merci, Bélec. Alors,
Quand tu sais que tu as, je dis ça pour toi, mais pour tous les autres qui doivent passer bientôt, quand vous savez que vous avez 10 minutes, entraînez-vous à la maison. Entraînez-vous à la maison pour voir si ce que vous avez rédigé rentre bien dans les 10 minutes. Ce ne sont pas les 10 minutes qui doivent rentrer dans ce que vous avez rédigé. C'est ce que vous avez rédigé qui doit rentrer dans les 10 minutes. D'accord? Il ne faut pas inverser les rôles. Hein? Donc, entraînez-vous à la maison. Je dis ça pour ceux qui vont passer demain, après-demain, samedi. Entraînez-vous pour être sûr que vous allez respecter les délais. Alors, merci encore, Bennett, pour ta présentation. Avant de faire mes remarques, je vais passer la parole d'abord à ton rapporteur, qui est le docteur Providence, et ensuite je demanderai à ton directeur de me faire quelques recommandations, quelques remarques sur ton travail. Et quelles sont ces remarques sur ton travail? Donc, docteur Providence, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon cher collègue Serbo Jacob pour cette collaboration. Et je remercie également l'Impétrant pour son travail que je trouve, hein, et je m'y attendais. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu le privilège moi-même de choisir. Hein? Et bon, ce travail particulièrement, je pense que l'Impétrant sait pourquoi. Hein? C'est parce que dans un premier temps, il avait travaillé avec moi en licence. Bien entendu, c'est à peu près la même thématique. C'est pas le même sujet, mais c'est la même thématique. Je voulais voir est-ce qu'il a aussi pris en compte tout ce qui a été dit, tout ce qui a été donné comme conseil lors du précédent exercice. Alors, je dois dire, j'ai deux éléments hein, qui m'étonnent hein, un peu hein, dans ce travail. D'abord, l'échantillon, je me réfère hein, avant de faire mes remarques, hein, parce que ça m'a un peu interpellé. Je suis à la page 36, tableau 8, où l'Impétrant présente son échantillon. Bon, il dit que c'est un échantillon stratifié. Bon, ok. Mais la question, hein, peut-être il a la réponse, il va me dire tout de suite pour me permettre de poursuivre. Le nombre d'adhérents, cette colonne-là, vraiment, je ne parle pas de choc, mais connaissant Haïti, hein, dès qu'on dit possibilité d'octroyer un crédit quelconque, 27 adhérents, 26 adhérents, 23 adhérents, je me demande est-ce que ces chiffres sont vrais? Hein? Est-ce que c'est vrai? Ce serait d'abord la question. Hein? Parce que je trouve que c'est le nombre d'adhérents. Alors, oui. Je peux répondre, docteur. Oui. Alors, les mutuelles de solidarité sont généralement constituées dans les milieux reculés. Bien sûr. Et dans les mutuelles de solidarité, les gens se connaissent mutuellement. D'accord? Et c'est pourquoi on ne va pas avoir plusieurs. Alors, dans la constitution même des mutuelles de solidarité, la règle veut que les nombres ne dépassent pas 40. Alors, suivant des documents publiés par le KNFP, qui est un organisme de promotion et d'encadrement des mutuelles de solidarité, on ne veut pas que le nombre des participants dépasse 40. Alors, pourquoi ça m'inquiète? Alors, ça, bon, de toute façon, il faut faire une différence entre tout ce qui est théorique hein, et la pratique, hein, la sociologie haïtienne hein, aussi. Parce que on a beau
on souhaite vraiment appliquer, on souhaite vraiment se ressembler aux autres, quoi, hein, faire comme les autres. Mais généralement, on oublie un aspect. Moi, bon, je n'ai pas mené d'enquête, mais je me questionne. Alors, je poserai pas mal de questions sur. De toute façon, je me poserai pas mal de questions sur ces adhérents-là, parce que ça peut vouloir dire que, bon, ben, ça peut vouloir dire plein de choses. Bon, c'est pas l'objectif. Hein? Je vais passer tout de suite à mes remarques, à la fois sur le fond et sur la forme, même si, pour terminer avec ce tableau, je trouve que on aurait pu parler d'un échantillon presque, hein, c'est presque sur la population, hein, d'études, hein, que tu as travaillé là. Parce que 106 par rapport à 176, et donc ça veut dire que, bon, côté représentativité, et je trouve que c'est quand même une bonne partie, plus de la moitié, hein, de la population est concernée. Bon, mais on y reviendra, hein, dans mes remarques. Alors, d'abord sur le plan de la forme, alors, je dois globalement, avant toute chose, féliciter l'étudiant parce qu'effectivement, on voit bien qu'il a fait quand même un effort pour respecter, hein, les normes et particulièrement pour, grâce à sa revue de littérature, on voit bien qu'il y a eu cette volonté de traiter, hein, correctement ce sujet. Même si moi, je déplore d'entre le jeu le fait qu'il y a quand même des références, hein, sur ce qui se passe en Haïti. Je ne parle pas des rapports, que ce soit de la BRH et autres. Je parle justement à l'IUS, puisqu'il y a également des mémoires qui, même lui-même, hein, il a quand même rédigé un mémoire sur tout ce qui touche à l'inclusion financière. Donc, je pense que l'étudiant aurait pu exploiter davantage, hein, cette littérature qui existe, hein, et bel et bien sur Haïti, hein, en la matière. D'accord? Donc, ça, c'est une première remarque. Maintenant, on rappelle volontiers les deux règles d'or sur quand on analyse la forme d'un travail, uniformité et équilibre. On doit reconnaître que l'étudiant a fait des efforts pour respecter, hein, en tout cas, et notamment la règle d'uniformité. Hein. On voit bien, on a compris que les chapitres, il a voulu quand même, hein, appliquer les normes. Hein. Les chapitres sont, donc à chaque fois, c'est 3 sections, et à chaque fois, chaque section, 3 sous-sections, etc. Donc ça, de ce côté-là, on peut dire qu'il a voulu, hein, vraiment respecter les normes. Toutefois, la règle d'uniformité va de pair avec la règle de l'équilibre. Et c'est là où il a péché. Pourquoi? Parce que je pense que c'est peut-être le fait qu'il a attendu, hein, parce que ça m'arrive, c'est comme avec mes étudiants. La plupart ont attendu, beaucoup d'étudiants ont attendu presque la fin pour vraiment venir faire le corps à corps avec moi, ce qui ne me permettait pas, hein, de faire vraiment profiter de mes compétences, beaucoup, hein, une bonne partie de mes compétences à mes étudiants. Bon, alors, l'équilibre n'est pas respecté, donc je rappelle à Bélec, hein, il doit faire l'effort vraiment de reprendre son travail pour vraiment essayer, en tout cas, parce qu'il y a des éléments qui sont un peu, je ne veux pas parler, bon, c'est presque inacceptable. Hein? Par exemple, le premier chapitre qui fait 20 pages, le 4e chapitre fait 12 pages, seulement 8 pages, hein, et d'écart. L'introduction, 9 pages, je trouve qu'il a été vraiment... son introduction est très, très élaborée, hein, tandis que
la conclusion fait uniquement 3 pages. On voit bien que c'était vite fait, hein, pour la conclusion. Donc, j'invite Bélec à regarder de ce côté-là pour vraiment améliorer son texte, son contenu. Il y a aussi quelques titres, hein, à mon avis, il faudra trouver des titres appropriés, hein, parce que, bon, ben, Bélec, ton premier chapitre, par exemple, c'est vraiment une phrase, hein, c'est même pas un titre, c'est vraiment une phrase, hein, et généralement, c'est pas comme ça qu'on présente les choses. Toujours dans le premier chapitre, les titres de section, hein, par exemple, section 2, eh ben, il l'appelle carrément cadre théorique de la recherche. Bon, il faut éviter les titres génériques. Dans un cours de méthodologie, oui, on dit, voilà, cadre théorique, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut garder ces titres-là quand on va rédiger un mémoire. Attention, donc je t'invite aussi à regarder, à vérifier ces éléments-là. Il y a des éléments de mise en page. C'est vrai qu'il a essayé, il a tenté, hein, de respecter les normes, mais il y a des éléments de mise en page qu'il faudra quand même souligner, hein, il faut corriger. Hein. Il y a beaucoup de décalage, hein, et on a dit dans le canevas qu'il faut éviter les orphelins et ou les veuves, hein. Donc il ne faut pas non plus, d'ailleurs il s'est même permis d'avoir le titre, hein, de tableau ou de figure sur la fin, vers la fin d'une page, et tandis que le tableau se trouve sur une autre page. Donc, c'est vraiment ces décalages-là et sont ou introduisent, si vous voulez, beaucoup de difficultés pour le lecteur. Hein. Le lecteur ne pourra pas vraiment en état, hein, lire ce travail-là. Donc, je t'invite aussi à revoir, par exemple, page 14-15, donc les tableaux là, des fois, et le titre à la fin de la page, par exemple, 14, tandis que tout le tableau se trouve à la page 15. Attention, attention. Je pourrais prendre d'autres exemples, que ce soit à page 37-38. Donc, il y a un travail à faire. Et puis, Bélec, quand tu présentes une carte ou peu importe, hein, l'illustration, il faut soigner la présentation. Parce que les cartes telles qu'elles sont présentées, et c'est pas sexy, c'est vraiment, malheureusement, on voit bien que c'est une photo, mais que tu as très mal présenté. Hein? Vraiment, c'est des efforts à faire. Toujours sur le plan de la forme, et là, vraiment, il y a des règles, et tu le sais, pour présenter une bibliographie, tu vois, donc, c'est pas normal à ce stade-là, et après avoir travaillé avec moi personnellement, de nous présenter une bibliographie comme ça, hein, c'est vraiment pas normal. Tu as mis, par exemple, comme référence banque, après Benoît, par exemple, et c'est vraiment dérangeant, hein, pour moi en tout cas, et je m'attendais à au moins mieux que venant de toi, hein, puisqu'on a vu tout ça, hein, je le sais, que ce soit à travers les cours, mais on a même pu travailler et tu as eu des remarques. Donc, je t'invite à reprendre, hein, cette bibliographie, hein, sur la forme et à nettoyer. Hein. C'est vraiment, ça doit être classé par ordre alphabétique. Hein. Bien entendu, je vois, il y a un effort, hein, pour vraiment respecter le style à part, mais il faut aller jusqu'au bout. On ne peut pas faire les choses à moitié. Donc, je t'invite vraiment à reconsidérer ça. Par exemple, par moment, tu mets, par exemple, Kai Jacmel, tu mets en majuscule, Marigot, et puis tu ajoutes des choses derrière. C'est pas, ouais, ces références-là ne sont pas complètes. Donc, quelqu'un qui lit ton travail peut vraiment, ou aura du mal à suivre, quoi.
Donc, je t'invite, Bélec, à corriger tout ce qui a, toutes ces choses, toutes ces erreurs-là sur le plan de la forme. Maintenant, le fond du travail, je dois encore une fois reconnaître que c'est un travail très bien structuré, hein, très bien structuré, parce qu'il y a une règle sur le fond qu'on appelle la règle de cohérence, une règle d'or, la cohérence. Hein. Comme on le dit, c'est comme quelqu'un qui, si on dit on doit faire un tour pour aller, je sors de Pétionville, mon objectif c'est d'aller au Champ de Mars, par exemple, il y a toute une démarche. Donc, je ne peux pas me retrouver, si je prends la route l'autoroute de Delma, hein, je ne peux pas me retrouver à Carrefour de l'aéroport avant d'arriver en sortant de Pétionville à Delma 75, par exemple. Ça aurait été vraiment un problème de cohérence. Donc, heureusement pour Bélec, il n'a pas ce souci-là. Toutefois, je conseillerais à Bélec de faire attention. Quand on dit une étude exploratoire, d'ailleurs, il l'a annoncé dans l'intitulé de son sujet, et pourtant, à l'intérieur, on voit qu'il a même formulé des hypothèses. Quand c'est exploratoire, ça veut dire qu'il y a très peu de travaux, il y a très peu de choses. On ne sait pas. Donc, déjà, on ne peut pas avoir d'hypothèse. Si vrai, si tenté, si vraiment il s'agit d'une étude exploratoire. Donc, dans ton cas, je pense qu'il faut dégager de préférence ce mot-là, exploratoire, étude exploratoire, de là, et reformuler rapidement le sujet. Heureusement, tout le reste tient bien. Hein? Et puis, j'ai déjà mentionné le souci là avec la bibliographie. Je trouve qu'il y a des références quand même, hein, des travaux qui ont été notamment sur Haïti, hein, notamment à l'IS, hein, sur cette question d'inclusion financière, voilà. Donc, il y a un ensemble de travaux, mais je t'invite, hein, même à l'université Kiskeya, il y a eu, moi personnellement, j'ai collaboré avec plusieurs collègues et on a montré clairement, même si c'est pas, on ne parlait pas directement ou de mutuelle de solidarité, c'était pas ça, mais on parlait, il y a plein de choses à dire sur l'inclusion financière. Donc voilà, et moi j'aurais une seule question parce que à poser à Bélec, hein, après ces remarques-là. Moi, je me demanderais à Bélec, par exemple, quand on a tous ces mutuelles-là, hein, puisque quand on sait que dans les milieux reculés, il y a déjà beaucoup de difficultés, hein, notamment les gens ne sont pas capables, ils n'ont pas de revenus généralement. Hein? Bon. Ils sont exclus. Bon. Comment ils voient cette tendance-là des mutuelles, hein, mutuelles de solidarité et tout, par rapport à un autre type de... toujours dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, les coopératives. Les coopératives, je ne parle pas des coopératives je parle des coopératives de... Vous parlez des caisses populaires. Pas des caisses populaires. Je prends l'exemple, il y a des groupes, hein, des gens, je parle de solidarité, hein, on est dans l'économie sociale et solidaire. Il y a des gens, par exemple, des planteurs de café, et qui décident de se regrouper, hein, de créer une coopérative afin de mieux profiter du marché. D'accord? Bon, il y a de la solidarité derrière, mais comment tu peux, parce que c'est un phénomène qui se rapproche de ce que tu voulais décrire, hein, dans ton document. Premièrement, pourquoi tu n'as pas fait le rapprochement
avec ces formes d'organisation. Par exemple, si on veut aller un peu plus loin, remonter le temps, quand on dit Combit en Haïti, c'est une forme de solidarité. Ça permet à chaque paysan de profiter d'exploiter leur terre, quoi. Donc, comment tu peux situer les mutuelles de solidarité, telles que vraiment où on peut avoir tout l'aspect financier avec ces autres formes je ne veux pas parler de mutuelle, je veux parler des formes d'organisation qui seraient basées sur ce même principe en Haïti et particulièrement dans le département du Sud-Est. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Alors, je vais immédiatement passer la parole parce que le temps passe. C'est tout comme les minutes passent à une grande vitesse. Je vais passer immédiatement la parole au directeur de mémoire. Et puis après, je vais faire quelques remarques et tu pourras répondre à tous les membres du jury dans une même foulée. OK? Comme ça, on gagnera du temps. Docteur Sergo Jacob. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord commencer par féliciter Monsieur Séjour d'abord de sa discipline et de sa respectabilité. Évidemment, quand on supervise des travaux, il y a des conditions qui nous échappent. Dans quelles conditions les étudiants travaillent, à quoi ont-ils accès, combien de temps disposent-ils, combien de temps peuvent-ils consacrer à la recherche, quelles sont leurs contraintes familiales et professionnelles. Évidemment, on est toujours dans une équation souvent difficile avec la famille, le travail et l'académique par après. Il y en a un qui pâtit toujours parmi ces rôles-là. Et on sent l'effort qu'il a fait, pour rester dans le temps, et c'est pour ça que j'ai salué son côté discipline, et aussi pour essayer de comprendre quand on lui fait une recommandation, il essaie de rentrer dedans je regrette néanmoins qu'il n'ait pas sollicité davantage d'audience. La première audience que j'ai faite, c'est moi qui ai dit « j'ai besoin de vous en audience ». Alors je l'ai convoqué en mettant un lien pour qu'on puisse échanger, parce qu'il y a tellement de choses à dire aux gens, à partager, et on ne voulait pas qu'il croit qu'en corrigeant, quand je dis réécrire ce bloc-là, réécrire, etc., c'est pas que les gens se comprennent en réécrivant, ils n'ont nécessairement approché ce qu'on leur dit de faire. Qu'à ça ne tienne, il a fait ce qu'il peut dans les conditions qui sont les siennes. Évidemment, ça reste sa partie privée, je le comprends bien. J'ai aimé la façon dont le rapporteur a ramassé les propos et il a dit une chose dont j'ai pris note, c'est-à-dire il aurait pu davantage exploiter la littérature à sa disposition. Ceci est vrai dans mes notes personnelles en relisant le document final déposé. J'ai trouvé une inflation verbale, dont je lui ai parlé d'ailleurs en lui disant réécrivez, raccourcissez, et je pourrais peut-être dire des commentaires qui pourraient servir, non pas à lui, mais un peu à tous les étudiants de master. C'est par moment, les rapports, les travaux qui sont faits couvrent 100 et plus de pages, alors que le contenu aurait pu bien s'asseoir sur 60 pages, 55 pages, ou même moins de pages, et dire tout ce qu'on a besoin de dire. Mais les étudiants aiment. Par exemple, comment discutons des résultats? Comment faire une discussion sur quelque chose pour relativiser des choses qu'on a trouvées. Le docteur Sergo a de temps en temps des coupures. Il y a le mauvais temps de son côté, il avait dit. J'en profite pour remercier quelqu'un dans le public qui s'appelle Emmanuel Rébilien, qui envoie des petits messages de références bibliographiques. Bélec pourra toujours s'en servir. Donc, merci à Emmanuel.
qui semble connaître le sujet, de mettre en message dans le chat quelques références, quelques travaux. Ça, de toute manière. Merci pour ce partage. Donc, la connexion de mauvais temps, qui est du côté du docteur Sergo revienne. Entre-temps, pour gagner du temps, je vais dire à Bélec que je suis content de voir, et ça c'est rare, qu'un étudiant ait eu le souci d'avoir le canevas de présentation des mémoires à côté de lui, et il a tout fait pour le respecter. Ce qui n'enlève rien au petit problème d'équilibre qui a été posé, mais ce ne sont pas des problèmes insurmontables. Tu peux surmonter. Mais tu as compris, parce que les étudiants ne comprennent pas que rien que de tenter de respecter le modèle de présentation, c'est un exercice intellectuel. C'est pourquoi beaucoup évitent de le respecter et chacun choisit son mode de présentation. Chacun décide de faire du 1.2.3, 1.2.4, 2.1. Non. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Non, pas l'IS. Il y a un canevas. Et le fait de vouloir respecter le canevas, c'est un exercice intellectuel. C'est un exercice qui impose d'avoir de la rigueur dans l'écriture, dans ce qu'on veut dire. Parce que ça empêche le bavardage. La rigueur, le respect de la présentation telle que proposée élimine le bavardage. Et un exercice écrit, ce n'est pas le bavardage entre copains dans un carrefour ou dans une association, dans une boîte de nuit ou dans un bar. Non, c'est autre chose. C'est quelque chose qui exige de la rigueur et une élimination du bavardage. On va à l'essentiel. C'est pourquoi les étudiants ont du mal à respecter cet exercice-là. Et ceux qui le respectent, cet exercice comme Bélec, c'est quand même à féliciter. Bélec a tout fait pour dire, on m'a dit de faire ça, je passe mon temps, j'essaie d'équilibrer chapitre, section, paragraphe, et j'essaie de rentrer dans... Et en même temps, chaque fois que je fais une section, un paragraphe ou une autre section qui est dans le chapitre, je ne sors pas du sujet. Je ne sors pas du sujet, du chapitre en question. Je ne sors pas là-dessus. Et donc, c'est un exercice intellectuel. Et en même temps, comme le disait le docteur Providence, l'équilibre est forcément imposé. Et quand on ne le respecte pas, ça se voit. Ça se voit. Donc, la défaillance sur cette question d'équilibre n'est pas insurmontable. Je pense que Bélec pourra le surmonter très facilement. Alors, je le félicite aussi parce qu'il y a de bonnes références bibliographiques. Il a fait un bon exercice de référence. Tu as quelques petits soucis, même si tu as respecté la part dans ta bibliographie. Enfin, je ne vais pas répéter ce que le président a dit. Mais je te félicite quand même parce qu'ils sont très rares, les étudiants qui ont le souci de faire cet effort intellectuel, de respecter les règles. D'accord? Et puis donc, quand tu fais une conclusion, excuse-moi, docteur Sergo, j'ai dû comprendre que tu avais des problèmes de connexion. Je finis Il y a des orages. Et je te repose. Oui, j'ai compris que c'est l'orage. C'est le problème du distanciel. Hein. Et donc, je te repasse la parole et on va passer la parole après à Bélec. Donc, je disais que la conclusion générale, quand tu écris conclusion générale, ça suffit. Tu n'as pas besoin de mettre conclusion générale et perspective. Parce que implicitement dans la conclusion générale, tu devras ouvrir. Quand tu dis conclusion générale, si tu respectes les règles d'une conclusion, eh ben, ça va. On va voir. Donc, ce n'est pas la peine d'ajouter et perspective. Et puis, sur tes titres,
je crois que le docteur Providence l'a dit, sur tes titres, vraiment, il faut travailler tes titres, je finirai par là, il faut travailler tes titres de telle sorte que tu n'aies pas à avoir une phrase comme titre. Par exemple, tu prends le chapitre 3, présentation et analyse des résultats sur le rôle des mutuelles de solidarité dans l'inclusion financière. C'est trop long. C'est-à-dire, rôle des mutuelles de solidarité dans l'inclusion financière. Ça suffit. Et puis, dans le chapeau qui va présenter le chapitre, dans le chapeau, tu vas parler qu'il s'agit de présenter ici une analyse des résultats concernant les rôles, etc. Le rôle du chapeau, c'est d'expliciter le titre. Tu vois? Le titre du chapitre, puisqu'on parlait du titre du chapitre. Et pareil, dans ce même chapitre, toute la section 1, mais c'est trop long, caractéristiques socio-économiques des enquêtés, virgule, les initiatives des mutuelles de solidarité et présentation des interviews. C'est trop long. Initiative des mutuelles de solidarité, présentation des interviewés. Ouais. Et puis là-dedans, quand tu fais le chapeau de la section, tu diras, il s'agit ici de présenter les caractéristiques socio-économiques des enquêtés, etc., etc. Tu vois, le rôle du chapeau, puisque un titre est bref, court, succinct, eh bien, le rôle du chapeau, c'est d'expliciter le titre qui est succinct et bref. Tu vois, c'est un peu cet exercice que tu dois faire sur tes titres, pour les ramasser un peu. Voilà, je passe tout de suite la parole au docteur Sergo qui a été interrompu par la nature. Très bien, merci Monsieur le Président et désolé de cette interruption. J'étais en train de juste poser une question et en terminer. Monsieur Bellec a mentionné le mot mutuellement tantôt en disant que ce sont des gens qui se connaissent mutuellement. J'aurais une seule question pour ce tour, ce serait simplement s'il peut nous dire quand est-ce que des gens dans une communauté considèrent que les conditions sont réunies pour mettre en place une mutuelle. On m'a dit comment une mutuelle elle-même est engendrée, quelle est la matrice fondamentale qui constitue, j'ai envie de dire, un socle de maturité qui fait prendre cette décision-là, qui est donc un arrangement entre les individus. Voilà ma seule question. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Dr. Sergo, Jacob, et Bellec Séjour, tu as la parole pour répondre à toutes les remarques, toutes les questions qui ont été avancées ici. Je dis merci aux membres du jury pour les remarques et commentaires. Et ces remarques vont aider dans l'amélioration de la qualité de mon travail. Merci. Et je vais répondre à tous les rôles aux questions qui ont été posées. D'abord, le docteur Providence m'a demandé d'établir alors un lien entre les mutuelles de solidarité et les coopératives. Alors, dans le secteur coopératif, il y a les SEC, qui sont les coopératives d'épargne et de crédit, et les autres types de coopératives qui peuvent être attribuées à un secteur précis. Par exemple, l'agriculture. On a des coopératives agricoles. Là où j'ai travaillé dans le département du Sud-Est, je suis originaire d'une section communale. Il n'existe pas vraiment des autres types de coopératives. Il existe cependant des coopératives d'épargne et de crédit qu'on appelle couramment caisse populaire. À part de la section Franc-Jean-Noël où il existerait une coopérative de café, mais il n'existe pas vraiment des coopératives agricoles. Alors, et j'ai mentionné ça dans le mémoire, la question de solidarité est inhérente même au fonctionnement des paysans.
Par exemple, moi, je viens de la paysannerie. Dans la paysannerie, on pratique la solidarité dans toutes les sphères d'activité. Par exemple, dans l'agriculture, dans le cas d'une mortalité. Et le docteur Providence a fait référence avec des pratiques comme Combit, et d'autres. Par exemple, on parle d'escouade. Les paysans s'associent toujours pour trouver des solutions par rapport aux problèmes d'exclusion. Dans le cas des mutuelles de solidarité, les gens qui vivent dans les sections communales, à cause des problèmes d'ordre, d'infrastructure, les caisses populaires n'arrivent pas à assurer leur inclusion financière. Une mutuelle de solidarité, c'est une forme d'appropriation au milieu paysan qui permet à ces gens-là de constituer un outil financier qui les permette de bénéficier des services financiers de base, notamment le microcrédit. Et dans le cadre de cette étude, j'ai pu remarquer que la majorité des membres de ces mutuelles de solidarité n'ont pas de comptes dans les banques commerciales et même dans les caisses populaires. Ils sont exclusivement membres des mutuelles de solidarité. Et en ce sens, les mutuelles de solidarité facilitent leur inclusion financière. C'est ce que je peux dire par rapport à la question posée par le docteur Providence. Mon encadreur a aussi posé une question où il m'a demandé comment les mutuelles de solidarité sont constituées. Alors, généralement, dans le département du Sud-Est, par exemple, par rapport à la crise post-séisme de 2010, pour permettre aux gens de se relever de la situation économique, et l'ONG, FAO, et par exemple, la fondation, il y a une fondation qui fonctionne dans le département du Sud-Est, c'est la fondation Fonds Posé. Ces institutions-là facilitent la mise sur pied des mutuelles de solidarité pour permettre à ces gens qui vivent dans les milieux reculés d'avoir un outil qui facilite leur inclusion financière. Dans la majorité des cas, les mutuelles ont été constituées sur l'initiative des ONG comme FAO et Fondation Fonds Posé, et aussi à partir des initiatives locales. Mais alors, une mutuelle de solidarité est constituée généralement par des membres qui cohabitent une communauté. Généralement, ces membres vivent dans une même communauté, les membres d'une mutuelle de solidarité. Ils se connaissent mutuellement, comme je l'ai dit tantôt, mais l'élément essentiel qui est derrière la constitution d'une mutuelle de solidarité, c'est de bénéficier. Les gens sont, dans la plupart des cas, sont des exclus sociaux. Et généralement, ils sont exclus par rapport au système financier formel. De ce fait, une mutuelle de solidarité, c'est un outil d'intégration socio-économique pour ces gens-là. Je m'arrête et s'il y a d'autres questions, je serai disponible pour les répondre. Merci.
Votre micro est fermé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, votre micro est fermé. Président, votre micro est fermé. Merci, Sergo, merci. Une minute, je passe la parole pour dire un mot. Je passe la parole au docteur Christophe Providence et ensuite, immédiatement, je passe la parole au docteur Sergo Jacob et puis, Bélec, tu concluras. Docteur Providence. Merci, Monsieur le Président. Alors, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est peut-être un aspect qu'il faudra mentionner, développer, compte tenu du fait que ces mutuelles de solidarité, en tout cas les adhérents, et ça se base sur vraiment une proximité entre les membres et connaissant les difficultés déjà de ces gens-là, surtout en milieu reculé. Quand on parle d'inclusion, d'inclusion financière, c'est à se demander, et ces mutuelles-là, où est-ce qu'elles ont pu trouver de fonds aussi. Donc, peut-être on est sur quelque chose qui s'apparente à tout ce qu'on connaît déjà dans la société haïtienne, comme des manifestations de la solidarité entre les Haïtiens, plutôt que sur un outil, un instrument financier puissant, capable d'aider les uns et les autres à s'en sortir. Bon, alors, je ne sais pas, peut-être il faudra mettre l'accent sur cet aspect-là également. Bon, ça peut faire l'objet, encore une fois, d'une thèse de doctorat pour voir comment est-ce que des promesses qui sont des promesses qui sont faites à travers certains outils, pourtant qui, vu le contexte haïtien lui-même, qui ne permettront pas vraiment d'aller vers quelque chose en tout cas, capable d'aider les uns et les autres. D'où, à partir de là, on pourra demander quel serait l'accompagnement idéal pour ces structures-là, pour ces initiatives-là, en vue de créer ce qu'on appelle les conditions pour permettre aux uns et aux autres de s'en sortir. Donc, c'est un aspect. Moi, je ne te demande pas, Bélec, de refaire tout le travail pour vraiment intégrer cet aspect-là, mais sur le plan financier, en termes de capacité de financement, capacité de permettre à chaque adhérent de vraiment développer des activités, je pense qu'il faut démontrer ça aussi dans un premier temps et de justifier pourquoi soit l'État, soit des ONG, soit, je ne sais pas, d'autres organismes seraient, en tout cas, leur aide serait la bienvenue pour renforcer ces dynamiques sociales, ces initiatives, on va dire, socio-économiques. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire sur mes félicitations, encore une fois, à Bélec et à son encadrement. Merci beaucoup. Merci pour ces remarques qui ressemblent à des perspectives. Aussi, en parlant de perspectives, la conclusion, justement, je passe immédiatement la parole au docteur Sergo Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bélec, très brièvement, très brièvement, la présence de fonds causés et de FAO, vous avez dit pour faciliter. Ceci vient relativiser la dimension collaborative de l'affaire, c'est-à-dire on peut s'interroger, est-ce que ça sort des entrailles nécessairement endogènes de gens ou le facilitateur a été le déclencheur de quelque chose? Je voudrais vous entendre articuler sur cela et rapidement. Et si dans votre articulation, vous arrivez à coupler ceci avec la notion de cycle, parce qu'à la fin de l'année, le cycle s'arrête et redémarre. Je voulais vous entendre sur ça très brièvement. Et comme c'est ma dernière parole, je voulais vous en féliciter. Je ne sais pas quand on se verrait, de remercier à chacun d'avoir siégé à ce jury. Et je félicite encore l'IUS pour l'excellent travail qu'il est en train de faire
je ne connais pas de dynamisme aussi fécond sur le territoire en train de faire la même chose dans un temps aussi court. Voilà, j'en ai terminé, Monsieur le Président, je vous en remercie. Merci, Dr Sergo, et ses compliments à l'endroit de l'IES sont reçus à leur juste valeur, étant donné que la personne qui les a proférés connaît très bien le milieu de l'éducation et particulièrement de l'enseignement supérieur en Haïti. Merci. Bélec Séjour, tu as la parole. OK, pour répondre à la préoccupation du docteur Jacob, et dans le cas de l'étude, la FAO encore la Fonds causé ont donné un appui technique dans la constitution des mutuelles de solidarité, mais après, elles sont vite retirées. L'initiative reste aux gens maintenant. Pour qu'ils continuent. Alors, par rapport avec une remarque de Dr Providence, pour constituer les fonds de crédit, les mutuelles se basent sur les cotisations de leurs membres. Et il y a un sérieux problème de financement dans les mutuelles de solidarité, mais elle arrive quand même à assurer aux membres, elles permettent aux membres de bénéficier des crédits. D'accord, comme je l'ai dit dans la présentation, dans les mutuelles de solidarité, on utilise les pratiques continuelles. On appelle sol et sabotage. Dans des intervalles de temps, on collecte des fonds et après, on octroie des crédits aux membres. Les membres bénéficient des crédits suivant leurs besoins dans les mutuelles de solidarité. Et alors, je ne sais pas, est-ce que je dois terminer? Oui, tu finis, tu termines une fois pour toutes. On va finir la séance. OK, si je dois terminer, et encore une fois, je remercie les membres du jury, le docteur Providence, le docteur Fred Selimène et mon encadreur, le docteur Sergo Jacob, à qui j'adresse un remerciement spécial pour sa disponibilité et la qualité de son encadrement tout au long de la rédaction de mon travail. Et je le considère comme une référence en matière d'encadrement. Et je l'ai dit, et pour moi, c'est une référence en matière d'encadrement. Et je le félicite. Et je dois remercier les membres de ma famille qui suivent en ligne. Et je remercie ma femme. D'accord, elle ne peut pas m'accompagner, mais elle me suit à distance. Et je remercie toute l'équipe de l'IES. L'IES m'a permis de rattraper des retards qui ont été accumulés dans mes études. Et je remercie toute l'équipe pour cette initiative. Merci. Merci, Bélec, pour ces mots. Mais quand c'est un étudiant, tout à l'heure, là, c'était un connaisseur du monde de l'éducation et de l'enseignement supérieur en Haïti qui nous félicitait. Maintenant, comme c'est un étudiant, eh bien, on est tout autant satisfait et content de ces mots d'encouragement. Ce sont ces mots d'encouragement qui incitent l'IES à encore aller plus loin, plus haut, plus fort, et tout ça pour satisfaire le monde de l'enseignement supérieur haïtien. Merci à tous ceux qui ont suivi cette journée de soutenance des mémoires. Je rappelle que nous avons encore toute la semaine, c'est-à-dire mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Enfin, on n'a pas fini. C'est une semaine très dure, mais nous l'assumons. Et on ne fait rien, sans effort. C'est l'effort qui construit, c'est l'effort qui construit. Allez, une bonne soirée à tous et merci encore à tous. Merci, Sergo, pour ta solidarité à l'endroit de l'US. Un plaisir. Merci. Au revoir. Bonne soirée à chacun et bonne continuation, M. Bélec. Au revoir. Merci, docteur. Merci.